Bonjour à toutes et à tous et merci pour ce nouvel entretien du Cercle Jean Mermoz. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Bonjour. Jacques Sapir. Bonjour. Pierre, vous êtes économiste et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous êtes spécialiste notamment de l'économie de l'ex-URSS et de la transition économique russe post-soviétique. Nous avions déjà eu le plaisir de vous recevoir il y a 3 ans à l'occasion de la réédition de votre ouvrage La démondialisation, ouvrage qui s'est révélé depuis plus que d'actualité, la réindustrialisation de la France. Alors, les causes de la désindustrialisation ont été largement heu, étudiées. Nous pourrions parler et nous ne souhaitons pas y revenir dessus. Bon, pour les mentionner brièvement, on pourrait parler du choc pétrolier de 1973 et de l'augmentation du coût de l'énergie, de la politique du franc fort dans les années 80, du maintien de la France dans le mécanisme de change européen lors de la réunification allemande, l'entrée en vigueur des accords du GATT, puis de l'OMC, visant la libéralisation des échanges via l'abaissement général des barrières douanières, l'émergence de la concurrence asiatique, l'entrée de la Chine dans l'OMC, le démantèlement à la perte de conglomérats français, les choix politiques et idéologiques d'une société de services dotée d'une industrie sans usine, la fin de toute stratégie industrielle avec la fermeture du commissariat au plan, les accords de partenariat, puis l'entrée dans l'UE des anciens pays de bloc de l'Est, une politique fiscale extrêmement lourde et une forte dépense publique en France. Partant de là, la question est la suivante, Jacques Sapir. Pour notre première question, nous aimerions vous demander, compte tenu de tous les éléments précédemment cités, la réindustrialisation de la France est-elle aujourd'hui possible dans le cadre, bon, d'une économie mondialement libéralisée, mais aussi, plus particulièrement dans le cadre de l'Union européenne et de la zone euro? Alors, il faut dire d'abord qu'on peut être une économie de taille moyenne et avoir un taux d'industrialisation élevé. C'est le cas, par exemple, de la Corée du Sud, heu, pays qui est en fait moins grand que la France, alors que ce soit géographiquement, que ce soit démographiquement. Si mes souvenirs sont bons, la population coréenne du Sud, tourne autour de 46-47 millions d'habitants, donc nous sommes entre 68 et 69 millions d'habitants en France, donc on voit bien que ce n'est pas une question de taille, en tout cas, tant qu'on est, à ce niveau de taille moyenne. Mais il est très clair aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir de réindustrialisation de la France tant qu'on reste, dans l'euro. Et ça, en fait, on le sait depuis, pratiquement une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Et c'est des choses qui sont rappelées tous les ans en été. Alors, c'est plutôt vers la fin du mois de juillet, ou le début du mois d'août. Le Fonds monétaire international publie ce qu'il appelle l'External Sector Report, tous les ans. Et l'une des fonctions de ce rapport, c'est d'étudier en quoi le taux de change virtuel, d'une économie est-il différent du taux de change effectif réel que cette économie devrait avoir, pour avoir une balance commerciale à l'équilibre? Et on voit depuis maintenant, plus d'une dizaine d'années, peut-être qu'il y a eu, d'autres rapports. Je ne suis pas allé, jusqu'au rapport datant, du début des années 2000, mais depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, on voit que la France a, par rapport à l'Allemagne et par rapport, aux grands pays industriels, une surévaluation de sa monnaie. Alors sa monnaie, c'est l'euro, hein, dans les faits, une surévaluation de 15 à 20. Et on sait très bien qu'il est impossible de pouvoir maintenir une industrie à long terme dans un pays dont la monnaie est surévaluée. Je rappelle d'ailleurs que c'est le raisonnement que l'on tient, quand on fait des analyses en termes de maladie hollandaise, hein. Vous savez, c'est cette maladie qui est causée
par la présence d'une ressource naturelle importante sur le territoire, hein. Alors le pétrole, le gaz d'ailleurs. Historiquement, c'était le gaz pour la Hollande, c'était pas le pétrole. Bon, mais c'est quelque chose qui est très généralisé et ce que l'on constatait, c'était que cette ressource naturelle provoquait une réévaluation de la monnaie, tout simplement parce que le pays, avait, une balance commerciale très largement excédentaire, une balance des paiements très largement excédentaire et que ça aboutissait à tuer complètement son industrie. Bon, voilà, c'est ce qui se passe, pour la France avec le cadre de l'euro. Après, jusqu'à quel point l'Union européenne est-elle incompatible avec le maintien ou la reconstruction d'une industrie? Alors je dirais que si en théorie l'Union européenne n'est pas incompatible avec le maintien d'une industrie forte, elle s'avère dans les faits incompatible avec, la reconstruction d'une industrie et c'est bien de cela, dont il s'agit aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler sur, heu, la question des taux de change, la question de l'euro et implicitement la question des règles européennes, heu, la France avait encore, une industrie qui pesait environ, 14-15 de son PIB. Je parle là, de la fin des années 2000. Aujourd'hui, nous sommes passés sous les 10. Donc on voit bien que, si on veut réindustrialiser la France, c'est-à-dire, il faut quand même donner quelques chiffres, ramener l'industrie française au niveau où elle était avant la crise de 2008, parce que chaque fois qu'il y a une crise, bon, il y a un choc, l'industrie française tombe, on sort de la crise et l'industrie française ne remonte pas. Alors ça a été vrai avec la crise de 2008-2010, mais c'est vrai aussi avec la crise de la Covid, où on observe exactement le même phénomène. Donc aujourd'hui, quand on parle de réindustrialiser la France, ça veut dire, retrouver un poids de l'industrie dans notre PIB qui serait, compris entre 15 et 25%, bon, disons grosso modo, autour de 20%, ou peut-être légèrement en dessous, mais autour de 20%. Bon. Mais ça, c'est concrètement impossible tant que l'on maintient les règles, de l'Union européenne et il y a des règles qui jouent immédiatement un rôle, bloquant pour toute réindustrialisation. C'est en particulier les règles du marché de l'énergie européen. On voit bien que, en fait, la France, a toujours eu un problème avec l'énergie. C'est pas quelque chose, qui date d'il y a quelques années, c'est même pas quelque chose qui daterait de notre dépendance au pétrole. En fait, la question de l'énergie, c'est l'une des premières questions sur, lesquelles Jean Monnet travaille avec le Commissariat général au plan. Donc voilà, c'est, pratiquement dès le départ, il y a cette question de l'énergie et le Commissariat général au plan, heu, établit qu'il faut que la France ait la disposition d'une source d'énergie à bon marché et constante, pour pouvoir s'industrialiser ou redévelopper son industrie. Et je rappelle qu'on était tombé aussi à un niveau de désindustrialisation important, heu, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier avec, les destructions, liées à la guerre, le pillage, réalisé par les armées allemandes, du potentiel industriel. Bon, de fait, la France a connu, dès dans les années, 50 et les années 60, une montée, de la part de l'industrie, dans son pays. Et c'est en fait, c'est pour ça qu'on veut dire que la France s'est réindustrialisée à cette époque-là et elle est devenue une grande puissance, industrielle. Est-ce que vous Alors pouvez préciser oui, le taux d'industrialisation de la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale? Pour donner alors, un ordre d'idée par rapport à aujourd'hui. le problème, c'est que les statistiques sont pas toujours cohérentes. On pense qu'on était tombé, à l'époque, autour de 18 avec des destructions,
avec les destructions et de fait, on est remonté autour de 28 à la fin des années 60. Si vous voulez, le plus haut, c'est qui correspond fin des années 60, début des années 70. On est à cette époque-là, autour de 28-29. L'Italie d'ailleurs est au même niveau que nous. Alors l'Allemagne est au-dessus, mais l'écart entre la France et l'Allemagne s'est très largement, réduit. Par exemple, l'Allemagne avait, heu, une part de l'industrie dans son PIB qui était déjà très supérieure à 30 en 1949, et elle est au maximum autour de 37-39. Donc ça fait une différence de 8 à 10 points par rapport à la France, mais c'est beaucoup moins que la différence en instantané qu'il pouvait y avoir. Alors, voilà, il faudrait remonter en 1939, hein, et pratiquement, la part de l'industrie allemande dans son PIB, elle est pratiquement le double de celle de l'industrie française, heu, à cette époque-là. Donc voilà, il y a eu une véritable réindustrialisation et cette réindustrialisation, elle s'appuie sur une politique énergétique qui vise justement à, constituer, des sources d'énergie en France. Alors en sachant que la France a relativement peu de charbon. C'était d'ailleurs un problème classique depuis la fin du 19e siècle. La France a plus de minerais de fer que de minerais de charbon et donc la France vendait du minerai de fer à l'Allemagne et achetait du charbon. Il faut savoir qu'il y avait ce type de commerce, de la même manière que, la France vendait des produits alimentaires à la Grande-Bretagne et achetait du charbon. Bien, ça n'a pas changé, même si on parle beaucoup de la bataille du charbon, dans l'immédiate après-guerre, d'ailleurs, bataille où le PCF a joué son rôle, hein. Il a appelé les mineurs à faire des sacrifices importants, pour relancer la production de charbon. C'est toujours un problème et donc la France va d'une part, développer, des sources d'énergie non carbonées, c'est la politique des grands barrages. Alors politique des grands barrages, dont les premières études avaient été lancées, durant la guerre, par le gouvernement de Vichy. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que le Commissariat général au plan a repris, en fait, au gouvernement, de Vichy. Et la 4e République a décidé de mettre en œuvre, ce plan barrage. Ça a donné les grands barrages que l'on connaît, bon, le barrage sur la Durance, bon, et cetera. Donc ça, c'était une première source d'énergie. Une deuxième décision importante a été l'électrification de la France. La France était très en retard, sur l'électrification. Et il y a un, programme d'électrification, qui touche en particulier les transports, hein, la SNCF et du début des années 50, au milieu des années 60, la SNCF, s'électrifie, très, 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 massivement. Alors il y a toujours le problème du pétrole, sauf que, jusqu'en 1973, bah, le pétrole, il est bon marché. On rappelle que si on rapportait les prix du pétrole de cette époque, avec l'inflation à notre époque, aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on aurait un baril de pétrole entre 12 et 15 $. On est à 60, actuellement, hein. Bon et quand il y a le premier choc pétrolier, bah, justement, la réponse du gouvernement est immédiate et c'est une réponse qui passe par le Commissariat général au plan. C'est le lancement du fameux grand plan nucléaire, donc qui est, lancé par, le gouvernement de Pierre Messmer, et qui sera mis en œuvre par les divers gouvernements qui se succéderont, pratiquement jusqu'à la fin des années 80. C'est l'époque où la France construit à peu près une quarantaine de réacteurs nucléaires, aboutit alors, c'est pas encore à la mode à l'époque, mais aboutit à, l'électricité
la plus décarbonée en Europe. Le seul exemple d'une électricité aussi décarbonée, c'est la Suède, parce qu'elle a lancé un énorme programme d'équipement de ces chutes d'eau. Alors la Suède n'est pas un gros pays, hein, c'est un pays qui doit faire à l'époque 8 millions d'habitants, maintenant ils sont à 10 millions. Bon, hem et donc leur demande en énergie, elle est évidemment proportionnelle, à leur population, puisqu'ils sont à peu près au même niveau de développement que nous. Et donc, l'énergie hydroélectrique joue un rôle, considérable, dans, l'énergie suédoise. C'est pour ça que c'est, avec l'énergie française, les 2 énergies européennes les plus décarbonées. Il faut savoir que, heu l le le rapport entre un kilowattheure ou un mégawatt plus exactement, produit en France, mégawatt produit en Allemagne, heu, on, consomme environ, 6 à 7 fois moins, de carbone, que l'Allemagne. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc il faut comprendre que, la politique de l'énergie européenne est aujourd'hui un obstacle, heu, évident, majeur, à la constitution de cette base fondamentale pour, toute réindustrialisation, c'est une énergie à bon marché. Donc ça, c'est le premier point, mais il n'y a pas que cela malheureusement. Il y a le fait que, heu, les règles européennes, hein, les directives européennes, nous empêchent de faire une politique de soutien, ciblé à notre industrie. Il faut savoir que l'Union européenne n'interdit pas tout soutien à l'industrie, mais demande, que le soutien soit égal. Elle interdit les politiques ciblées. Or, dans une stratégie de réindustrialisation, évidemment, ce qui est important, ce sont les politiques ciblées. Voilà, donc ça aussi c'est un obstacle. Il y a, les règles commerciales imposées par l'Union européenne. Et on voit bien, là, bon, si, il n'y a pas de problème, majeur en termes de droits de douane, qui se poserait avec un pays comme l'Allemagne, un pays comme l'Italie, bon, un pays comme les Pays-Bas, la Belgique, bon. Par contre, pour les pays dits nouveaux entrants, les anciens pays de l'Est, heu et bien là, de fait, heu, même avec une forte dépréciation, de la monnaie française, il y aurait toujours un problème, lié, au coût des salaires extrêmement faibles dans ces pays. Je rappelle que, ce n'est pas pour rien que Renault a délocalisé une partie de sa production en Roumanie, chez Dacia. Même si, par ailleurs, la qualité du travail est loin d'être la même. Par exemple, en productivité du travail dans l'industrie et dans l'automobile, un travailleur français est à peu près 2 fois plus productif qu'un travailleur, roumain. Mais le travailleur roumain est payé 4 fois moins, donc avantage à la Roumanie. Et ça, c'est un très gros problème. Donc c'est pour toutes ces raisons que, alors que dans les années 2008-2010, je pensais que, moyennant des négociations, on pourrait maintenir la France dans l'Union européenne. Désormais, je ne le crois plus. Trop de choses se sont passées, depuis, et ce n'est pas seulement, de l'euro dont il faudra sortir, mais c'est à terme, une sortie de l'Union européenne. Alors, Jacques Sapir, je souhaiterais rebondir sur des éléments que vous avez précédemment cités, dont notamment l'external report du FMI, qui évalue donc la surévaluation de l'euro pour la France à 15 à 20. Est-ce qu'on parle on parle d'une surévaluation vis-à-vis de quoi? Du dollar? De ce que serait le Deutschmark? Alors c'est une surévaluation par rapport au niveau de l'économie allemande, mais c'est à peu près la même surévaluation, vis-à-vis du dollar. Alors là, je parle sur les chiffres de 2024.
Comme aujourd'hui le dollar a fortement décroché par rapport à l'euro, on est probablement avec une surévaluation bien pire. Si vous voulez, au taux de change actuel du dollar vis-à-vis de l'euro, la surévaluation, elle doit être de l'ordre de 30 pour, l'économie française. Bien, surévaluation par rapport à la Chine aussi, qui est importante et on voit en fait, heu, comme par hasard, les pays qui développent leur industrie sont des pays dont les monnaies sont, sous-évaluées, par rapport aux monnaies de leurs concurrents. Et bah, c'est quoi? C'était en partie la Russie, c'est évidemment la Chine largement, la Corée aussi, assez largement. La Corée a toujours eu une stratégie de monnaie faible, hein. Le taux de change du won a été volontairement, déprécié pendant très longtemps et cetera, et cetera. Alors, le problème de la France, je vous dis, c'est une surévaluation en termes de taux de change réel. Je rappelle que le taux de change réel inclut les taux d'inflation, hein. C'est grosso modo, le rapport, des monnaies, que multiplie le rapport des taux d'inflation. Et c'est comme ça qu'on le calcule. Bon, mais vous prenez un pays comme l'Italie qui est dans une situation pire que la nôtre, d'une certaine manière et qui n'arrive à s'en sortir, qu'au prix, d'une déflation interne, extrêmement rigoureuse, ce qui d'ailleurs va poser un problème en termes de fuite, des travailleurs italiens, hors d'Italie, vers des pays comme l'Allemagne, où ils peuvent penser être nettement mieux payés, et cetera, et cetera. Bon, donc ça, ce sont vraiment, des problèmes centraux et je le répète, il n'est pas possible de penser à une réindustrialisation sans penser 2 choses, c'est d'abord le taux de change et deuxièmement, les prix de l'énergie. Ce sont les 2. Alors c'est pas évidemment les 2 seuls facteurs, hein, il y a bien d'autres facteurs qui jouent, mais ce sont les 2 facteurs les plus importants. Ça me permettrait de faire, une transition vers, la prochaine question. Alors avant cela, je voudrais quand même revenir, sur un autre point que vous avez abordé, le fait que, éventuellement l'absence de droits de douane entre la France, l'Allemagne ou l'Italie n'est pas tant un problème que vers des pays de l'Est où le Mmh. coût de travail est moins, est bien moins élevé. Mmh mh. Heu, Néanmoins, compte tenu de l'avantage de la productivité accumulée par l'Allemagne, de la forte industrie et de son excédent commercial, démesuré par rapport à la France et de même, de l'Italie, qui en fait est a eu a maintenu l'industrie et en plus sur des segments relativement comparables à l'industrie française, mais avec, comme vous avez dit, du fait d'une déflation interne, une compétitivité plus élevée, compétitivité de prix plus élevée. Est-ce suffisant pour compenser les déficits de commerciaux, pour rattraper en fait ces économies? Alors, dans le cas des relations entre la France et l'Allemagne, en réalité, le travailleur industriel, je dis bien le travailleur industriel français, est plus productif que le travailleur industriel allemand. C'est contre-intuitif, mais c'est ce que donnent les calculs. Bon, même si le travailleur industriel allemand s'appuie sur un écosystème extrêmement favorable, qui évidemment fait que la compétitivité des entreprises allemandes est supérieure à la compétitivité des entreprises françaises. C'était pendant longtemps, d'avoir plus de personnel d'encadrement que les entreprises allemandes. En fait, si problème, c'est que, dans les comptes de l'entreprise, il faut payer du personnel dit d'encadrement ou de surveillance, bref, des agents de maîtrise, hein, heu et du personnel administratif qui lui est en surnombre.
Et c'est un point intéressant parce qu'on voit que, ce dont se plaignent les médecins aussi, on a beaucoup trop de personnel administratif, heu au-dessus de nous, heu et et comment les hôpitaux allemands ou les hôpitaux italiens, heu peuvent fonctionner. Ils en ont à peu près, 40 dans les entreprises françaises et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a, heu, j'ai le sentiment, hein, une forme de culture de l'entreprise et qui s'applique aussi à des choses qui ne sont pas des entreprises, mais qui sont gérées comme des entreprises, comme les hôpitaux et les grands services publics, où, d'une certaine manière, on surprotège la fonction, de direction et la fonction de contrôle au détriment de la fonction d'exécution et C'est ça, c'est un critique. problème ça. Mmh. Oui. Et donc on a tendance à beaucoup critiquer l'administration pléthorique dans le secteur public en France, mais au final, on retrouve un phénomène tout à fait, analogue dans le secteur privé. C'est ce que Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait et ça, c'est quelque chose, d'assez impressionnant, et qui me fait penser que cela renvoie en réalité à des codes culturels. Des codes culturels qui sont partagés, secteur public, secteur privé et cetera et cetera. Je vous renvoie à un très bon travail, un ancien travail, d'un sociologue, de monsieur Diribarne, «La logique de l'honneur». Heu et dans lequel il analysait effectivement ce rapport, à la question du pouvoir dans l'entreprise, en fait, comme si, il y avait dans tout contremaître ou, toute personne de l'administration d'une entreprise, une forme de mentalité féodale, issue de la noblesse, qui disait: «Voilà, il y a les gueux et il y a nous». Bah, le problème, c'est qu'à un moment donné, les nous, les ci-devant, ils commencent à coûter très cher et on sait comment historiquement, en règle générale, ça se finit. Bien, je je referme la parenthèse là-dessus. Il y a aussi d'autres problèmes. Il y a le problème du fait que les entreprises françaises, ont tendance à faire le choix, pour un travail certes très productif, mais qui n'est pas un travail très qualifié et alors attention. Il ne faut pas confondre, même si évidemment il y a des relations entre les 2, mais il ne faut pas confondre la question de la productivité d'un travailleur et la question de sa qualification. En maintenant les travailleurs à un niveau de faible qualification, en faisant le choix justement de recruter des travailleurs avec des qualifications relativement faibles, on justifie la présence d'un personnel d'encadrement pléthorique, qui est un autre problème. Et là, on voit la déficience de la France en matière d'enseignement technique et professionnel. Et c'est un vieux problème. C'est un très vieux problème. Jean-Luc Mélenchon, à une époque, où il faisait encore, vraiment de la politique, heu et non pas du corporatisme ethnique, quand il a été secrétaire d'État à l'enseignement professionnel, il avait été un de ceux qui avait tiré le signal d'alarme là-dessus et à très juste raison. Par ailleurs, c'est quelque chose qu'on savait être présent depuis même avant, ça, il y a les 1ers travaux sur l'insuffisance de l'enseignement professionnel et technique en France datent de la fin des années 80. Donc voilà, c'est un très vieux problème et très souvent, on a, à juste raison, fait la comparaison entre l'Allemagne où ce système est beaucoup plus développé et le système français. Alors, l'un des résultats, c'est qu'évidemment, si vous avez des, travailleurs qui sont mieux formés, mieux qualifiés, vous n'avez plus besoin, de toute une partie de votre personnel d'encadrement, qui n'existe pas dans les entreprises allemandes. Et dans les entreprises allemandes, on donne à des ouvriers, sur les lignes de production,
on leur donne des responsabilités bien au-delà de ce que l'on donne en moyenne. Parce que bon, il y a des entreprises françaises, heu, qui ne se comportent pas toutes les mêmes, par exemple. Puis il y a des cultures régionales aussi importantes de ce point de vue-là. Hem, dans l'est de la France, je dirais, dans la partie, nord des Alpes et puis le Jura, là, vous trouvez des formes d'organisation, des entreprises qui ont tendance à se rapprocher, des formes d'organisation des entreprises allemandes. Mais c'est évidemment pas du tout le cas, quand on va sur le bassin parisien, et cetera. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a ce personnel d'encadrement, pléthorique, qui évidemment, est un coût pour les entreprises et que l'on retrouve d'ailleurs pas seulement dans l'industrie, mais aussi dans le commerce. Il n'y a qu'à regarder les études sociologiques qui ont été faites, sur les salariés, heu, des grandes surfaces, hein, des hypermarchés et cetera, et on se rend compte qu'on est face à une forme de gestion du personnel par la peur. Ce qui évidemment, entraîne, des réactions de ce même personnel qui se venge de la peur qu'on lui inflige, heu, disons en sortant des clous, sur toute une série de questions ou par des grèves, extrêmement dures, extrêmement violentes. Donc voilà, il y a aussi un problème culturel, mais ce problème culturel n'avait pas empêché la France de développer son industrie. Parce que quand on parle d'un problème culturel, c'est pas des choses qui datent des 20 ou des 30 dernières années, il faut être sérieux, hein. On est beaucoup plus dans le temps long, hein. Hem, donc ces problèmes culturels n'avaient pas empêché, l'industrie française de se développer dans les années 50, 60 et dans les années 70. Et même s'il est, important de lutter contre ces dérives, culturelles et de chercher à imposer une nouvelle culture d'entreprise, il ne devrait pas non plus empêcher de développer l'industrie française, moyennant que l'on retrouve une liberté en matière, de taux de change et une liberté en matière de fixation des prix de l'énergie. Alors justement à ce sujet, Jacques Sapir, nous avons pendant longuement, discuté, des problèmes de la réindustrialisation de la France, donc dans le cadre de l'UE, dans le cadre de l'euro. Aujourd'hui, nous aimerions aussi aborder les solutions, c'est-à-dire dans le cadre où, la France recouvrait sa souveraineté monétaire, douanière, commerciale. Quelles devraient être les décisions à prendre en matière, de politique monétaire, de politique douanière, commerciale vis-à-vis des autres puissances? Quelle politique extérieure de la France pour une réelle réindustrialisation? Alors, en termes tout d'abord de politique monétaire, c'est effectivement un point central, hein. Bah, la première chose, qu'il faudrait faire, c'est, bah, comme on n'est plus dans l'Union européenne, il faut mettre fin à l'indépendance de la Banque de France. Il faut d'une manière ou d'une autre la remettre, je dirais, sous la direction, du gouvernement et faire en sorte que, cette Banque de France ait une politique monétaire qui soit dirigé vers les problèmes de la réindustrialisation. Ce qui veut dire que la Banque de France devrait être à nouveau autorisée, de racheter des titres publics, hein, ce qu'on appelait alors là, c'est des choses, c'est un langage qui date des années 1970, hein, le réescompte des effets publics, ce qui a été un levier très important, hein, en fait, pour que les Je pense entreprises. avec le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. Alors l'assouplissement quantitatif concerne, enfin, concerne la totalité des titres, que ce soit les obligations ou les actions. C'est, si vous voulez, une espèce d'action indiscriminée qui, en théorie, a, pour, volonté, d'éviter une crise de liquidité dans les banques
Et c'est vrai que quand il y a une grave crise financière, le risque de crise de liquidité est un risque très sérieux qu'il ne faut pas négliger. Donc, je ne dis pas le contraire. Mais c'est très différent de la politique monétaire qui était mise en œuvre par la Banque de France dans les années 1950, 1960 et 1970. C'était une politique où, d'abord, les, les obligations d'État pouvaient être rachetées par la Banque de France, et ce qui était important parce que ça donnait à la Banque de France un levier pour faire baisser les taux d'intérêt. Et vous comprenez bien que, admettons, bon, aujourd'hui, on doit avoir une inflation autour de 1,6. Admettons qu'on ramène le taux d'intérêt à 1,8, donc un taux d'intérêt réel de 0,2. Bah, immédiatement, heu, on regarde la question de la dette publique avec un autre œil. Si vous voulez, donc ça, c'est un premier point. Mais par ailleurs, les banques d'investissement et les banques publiques, heu, avaient des conditions de refinancement particulièrement favorables par catégorie de titres. Alors, c'était en particulier le cas, pour le crédit agricole pour l'agriculture, où là, ça permettait au crédit agricole de faire des prêts à des taux très faibles, à des taux réels très faibles, hein. Bon, même si à l'époque, on devait avoir une inflation de 3,5-4, bah, le taux que payait l'agriculteur, il était de 4 à 4,5, et ce qui permettait au Crédit Agricole, de faire cette politique, c'était le fait qu'il pouvait, se refinancer auprès de la Banque de France, c'est-à-dire lui vendre des titres, heu, pratiquement à taux zéro. Bon, il y avait la même chose pour le logement. Par exemple, heu, le crédit immobilier. Le crédit immobilier, était en réalité subventionné, heu, par ce biais-là. Bref, premier point, il faut que l'on retrouve une politique monétaire qui soit, favorable au développement de l'industrie et à l'investissement, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement de l'industrie sans investissement. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Bon, et donc ça veut dire une politique monétaire qui, est différente suivant les secteurs ou les compartiments, plus précisément, du marché financier auquel elle s'adresse, hein. Que peut-être, on peut avoir, pour du crédit à la consommation, des taux un petit peu plus élevés que le taux que paiera une entreprise, qui, demanderait un emprunt pour financer un investissement sur 2 ans ou sur 3 ans. Là aussi, il y a des arbitrages, il y a des choix de politique à faire. Bon, donc ça, c'est un premier problème. Après, le deuxième problème, évidemment, c'est le problème des droits de douane et de la compétitivité, extérieure. C'est pas tant qu'on va chercher à exporter autant que l'Allemagne. Je signale que l'Allemagne a un excédent commercial de l'ordre de 6, voire 7 de son PIB. C'est de la folie. C'est de la folie furieuse, y compris pour l'Allemagne. Et l'Allemagne va être obligée de faire énormément de déficit budgétaire dans les prochaines années parce qu'elle a laissé, une grande partie de ses infrastructures à l'abandon. Ça, c'est la politique de madame Merkel, hein. Ils sont en train de payer, l'addition que leur a laissée madame Merkel, et c'est une addition, bah, que les économistes allemands eux-mêmes estiment entre, 500 et 800 milliards d'euros, sur les, 5 prochaines années. C'est pas rien. Bon, donc voilà. À cela s'est Troisième. ajouté aussi une politique énergétique allemande, qui s'est concentrée sur le gaz et les énergies Oui, renouvelables et qui aujourd'hui est plein de tout à casse. fait. Tout à fait, et l'abandon du nucléaire par l'Allemagne. Bon, OK, ça mais alors ça, c'est des problèmes idéologiques, bon, d'accord. Troisième problème, quand on parle de réindustrialiser la France, ça ne veut pas dire qu'on va faire la totalité des produits industriels que nous, consommons.
Là, il faut comprendre une chose, c'est qu'une réindustrialisation, c'est faire monter la part de l'industrie, c'est donc faire monter la part du travail industriel dans la société, parce que le travail industriel est mieux payé que le travail dans les services. C'est aussi un point important. Donc, si on fait monter la part du travail industriel, on provoque mécaniquement une hausse du salaire moyen en France. Bon, mais donc ça veut dire qu'il faudra des priorités. Et que oui, il y a des secteurs, où on restera, relativement dépendant, des importations. Il faut donc des priorités et ces priorités, elles doivent être déterminées, à partir de 2 critères. Un critère stratégique, quelles sont les pièces, quels sont les artefacts que l'on considère comme absolument nécessaires au développement, d'une économie et d'une souveraineté française. Bon. Par exemple, quand on construit des centrales nucléaires, il faut maîtriser, la totalité de la chaîne de production. Et donc ça, c'est la question des fameuses turbines, hein. Les turbines Arabelle, vendues par Macron, rachetées par l'État, qui s'est dit: «Quand même, on a fait une grosse bêtise là-dessus». Bon, mais ce n'est que l'un des exemples et on voit très bien là que, hem, il faut avoir une vision stratégique de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le premier point et le deuxième point, bah, ça sert à rien de subventionner, les fabricants de calèches à cheval, quand on a l'automobile qui se développe. Oui, donc ça veut dire identifier, les secteurs qui sont aujourd'hui les secteurs d'avenir, les secteurs importants et investir massivement là-dessus. Alors, heu, la France a pratiquement laissé tomber la question des semi-conducteurs. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème et je dirais que c'était même un problème pire que la question des batteries pour voitures. Parce que les batteries pour voitures, c'est pas si compliqué que ça et à la limite, on peut continuer d'en importer. Par contre, pour les semi-conducteurs, là, on touche vraiment à des choses qui sont, centrales. Or, il y a pas de stratégie européenne de ce point de vue-là et évidemment, il y a pas de stratégie française, hein, les 2 à l'envers. Donc il faudra avoir, La par stratégie exemple, française est européenne. oui, mais comme il y a pas de stratégie européenne, donc il y a pas de stratégie française, voilà et donc il faudra avoir aussi, une stratégie et savoir que ça veut dire mettre les sommes, nécessaires. Aujourd'hui, investir dans le domaine des microprocesseurs et des microprocesseurs, qui sont nécessaires, par exemple, pour développer des systèmes d'intelligence artificielle, ça veut dire, commencer par un investissement au minimum de 20 à 25 milliards d'euros. En dessous, ce n'est tout simplement pas crédible. Donc voilà, c'est une question et donc oui, on ne pourra pas tout faire. Il va falloir que l'on ait, des priorités et je pense que ces priorités, eh bien, ça pourrait être, le développement, de l'énergie, énergie nucléaire, mais aussi les autres énergies, par exemple, l'hydraulique et cetera et les travaux, sur la supraconductivité, afin de pouvoir, minimiser les pertes de transfert, d'électricité. Ça, c'est un problème important. 2, la question de l'industrie électronique et des, microprocesseurs. Ah oui, c'est une industrie sur laquelle il faut reprendre pied. 3, heu, les industries des transports, l'automobile, bien sûr, quoique, par exemple, sur la voiture, oui, il faut maintenir une production d'automobiles en France, mais c'est peut-être moins prioritaire que la question de l'aéronautique, la question des autres moyens de développement terrestre, hein, le train, les infrastructures et cetera. Donc rien que cela,
nous avons 3 grandes priorités. Ça suffit. Alors je dis pas qu'il faut rien faire à côté, mais je dis simplement qu'il faut commencer à raisonner et à construire, un véritable plan industriel sur la base de ces 3 priorités et après voir, comment, les autres secteurs, comment les autres branches, de l'économie peuvent venir s'agréger, sur ces priorités. Donc tout cela demande effectivement une forme, de réflexion stratégique nationale. Cette réflexion stratégique, autrefois, c'était le Commissariat général au plan, qui la faisait. Et je rappelle alors, moi-même, j'ai travaillé à la fin du plan. Si vous voulez, dans les dernières années, du CGP. Le CGP ne faisait plus que des études prospectives. Bon, alors, c'est très bien les études prospectives, il faut en faire, hein. Moi-même, j'ai participé à plusieurs études prospectives, donc bon, je vais pas scier la branche sur laquelle je suis en partie assis. Mais, heu, faire une étude prospective, c'est pas faire une stratégie. C'est pas la même chose et quand j'étais, au plan pendant, j'y étais pendant 1 an et demi, j'étais à mi-temps d'ailleurs, hein, puisque j'étais professeur, d'économie en même temps. Heu, je travaillais essentiellement, sur la question de la transition, je dirais de l'économie régionale dans la transition. C'est-à-dire, comment, va se recomposer l'économie de la Russie, si, l'URSS éclate, bon, ce genre de choses et je parlais avec des vieux collègues. Ah oui, moi à l'époque, j'avais quoi, 34-35 ans, il y avait des gens de 65 ans, qui avaient donc connu les grands anciens. Quand ils étaient arrivés, eux, jeunes, pour travailler, au plan, bon. Et qui me racontait qu'est-ce que c'était que de faire, une stratégie. Il m'a raconté que, par exemple, les comités du plan, c'était des comités qui réunissaient les industriels, les chercheurs, les syndicats et l'administration publique. Bon, et que tout le monde voulait en être. Alors après, quand j'ai écrit mon livre, Le grand retour de la planification, bon, Heu, j'ai obtenu, ça peut sembler, assez étonnant, mais j'ai obtenu le blanc-seing de l'Institut Jean Monnet, enfin de plus exactement des archives Jean Monnet et j'ai pu consulter les archives de Jean Monnet sur la période 1946-1949. Ce qui est d'ailleurs absolument passionnant, hein. C'est bon, on découvre un Jean Monnet très différent de l'image, qu'on peut en avoir. Bien. Mais ce qui est très drôle, c'est que, vous avez des grands personnages qui tout d'un coup se rendent compte de ce qu'est en train de faire le plan et qui viennent supplier Jean Monnet, heu, pour être présent dans certaines de leurs commissions. Est-ce que vous Par avez des exemple exemples? ah oui, le maréchal Koenig, bien, ministre de la Défense, bon. Tout d'un coup, en 47, il se rend compte que, le plan a créé une commission, sur le développement des industries de défense et que par ailleurs, vu la place dans l'économie qu'est en train de prendre le plan, oui, ça va avoir immédiatement, une implication, extrêmement importante pour le ministère de la Défense. Mais il écrit une lettre extrêmement polie à Jean Monnet, «Monsieur, le commissaire général» et cetera. «Est-ce qu'on pourrait avoir, un colonel ou un général dans votre commission?» et cetera. Et ça, ce genre de document, ça prouve que Jean Monnet avait gagné, que le plan, fonctionnait bien. Un siège dans un coin de table, quelque chose? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, par ailleurs, hem et pas ça dessus, mais c'est quand même assez intéressant. Jean Monnet, qui sera un futur grand européiste, c'est clair. Mais en 47, il envoie une note, heu, au commissaire à l'occupation, en Autriche et en Allemagne. Il lui dit: «Voilà,
l'industrie française aurait besoin de tel volume de bois pour la reconstruction des mines. Donc, je vous demande d'obtenir ce bois des autorités qui sont sous notre tutelle dans la zone française d'occupation de l'Allemagne et dans la zone française d'occupation de l'Autriche, d'ici le temps. Il donne une liste de. Enfin, vous savez, c'est en stère de bois, donc en volume, bon, etc. Ah bon, oui, donc voilà, il était d'accord pour mettre, l'Allemagne et l'Autriche en partie sous coupe réglée pour obtenir ce dont, la France avait besoin. Donc, vous voyez, c'est une image un petit peu différente, de celle du Jean Monnet habituel. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas devenu ce grand européiste par la suite, surtout quand il a pris la direction de la CECA. Mais c'était pas le Jean Monnet de 46-47. Jean Monnet de 46-47, il avait très bien compris, c'était les intérêts de la France et les intérêts de la France d'abord, bon. Donc il faut que l'on retrouve cette pratique des, heu, comités et surtout que le plan ne soit pas un organisme d'État parmi les autres, mais qu'il dépende de l'exécutif et qu'il ait, d'une certaine manière, à voir avec la totalité des autres ministères. Et ça, c'est un point sur lequel, Jean Monnet a mené une bataille féroce, de mars 46 à la fin août 1946. Donc bon, il reçoit sa lettre de mission du général de Gaulle au tout début de l'année 46, mais de Gaulle démissionne. Il est remplacé par Gouin, un socialiste, comme président du gouvernement provisoire de la République française, hein, le GPRF, qui est l'autorité. Et immédiatement, peut-être 2 jours après la nomination de Gouin, euh, Jean Monnet lui écrit une lettre et lui dit nous avions un accord avec le général de Gaulle. Il cite la lettre, en fait, c'est sa lettre, heu, pour que le plan soit mis sous l'autorité, heu sous votre autorité, enfin sous l'autorité, du président du GPRF, qui est de fait à la fois le président de la République et le Premier ministre. Je vous demande, de vous situer dans les pas du général de Gaulle et de reprendre cela. Et Gouin lui répond 3 ou 4 jours après, je dis: «Oui, oui, écoutez, monsieur Monnet, aucun problème, vous dépendrez de moi». C'est essentiel, parce que tous les caïmans du ministère des Finances, hein, de la rue de Rivoli, on n'est pas encore à Bercy, hein, le ministère des Finances, il est encore, rue de Rivoli, qui commençaient à ouvrir leur grande gueule en disant: «Oh, ce commissariat au plan, on va le manger» et cetera. Ils ont été bloqués par ça et c'est ce qui a permis au commissariat au plan d'avoir ce rôle absolument central, dans l'appareil politique et administratif français. Eh bien, c'est excellent, Jacques Sapir, parce que nous avions posé une question sur dans la politique extérieure de la France. Vous avez abordé le cas de la politique monétaire, douanière, commerciale. Et en fait, vous avez anticipé ma question suivante. Mmh. Elle se concentrait plus sur la politique intérieure. Donc, quelle stratégie un gouvernement devrait-il adopter pour favoriser l'industrialisation? Donc, vous avez largement développé sur la planification. Quid de la politique fiscale et réglementaire? Alors, la politique fiscale en France, elle est obérée par le fait que, à peu près 7 du PIB est dépensé en soutien aux entreprises. Une somme énorme, hein, c'est une somme, alors bon, 6-7, mais vous avez vu qu'il y a une commission, sénatoriale qui a établi le montant des aides aux entreprises autour de 211 milliards. Et sur ces 211 milliards, il y en a entre 120 et 160
qui sont, là pour compenser les effets de l'euro. Donc, en fait, on a déjà ce fardeau sur les dépenses. Si je puis me permettre, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu le serpent qui se mord la queue? C'est-à-dire que le cadre fiscal français étant tellement complexe, on est obligé de compenser, de notre côté avec des aides pour Alors, compenser. oui, dans certains cas. Et si vous voulez, c'est toujours un problème de priorité. On ne compense que certaines industries dont on pense qu'elles sont prioritaires. Mais sur le fond, en fait, bon, bah, c'est 120, si c'est 120 000 000, ça représente à peu près, 4 du PIB. Si c'est 160 000 000, on est plus proche de 5,5 du PIB. Bon, c'est lié à l'existence de l'euro. Or, avec une telle dépense, bah, évidemment, il faut avoir des recettes, et encore, on sait bien que ça ne suffit pas puisque, nous avons un déficit d'environ, 5,5 du PIB. Mais ça, c'est un problème. Le système fiscal français, il cherche à tout prix à compenser des dépenses et sur ces dépenses, en réalité, la partie subvention aux entreprises, elle est considérable. Alors, je fais pas partie des gens qui disent: «Mais c'est affreux, vous donnez plein d'argent au patron». Parce que tant qu'on a l'euro, je pense qu'une partie de cet argent, il est nécessaire et que, par exemple, le CICE, vous vous rappelez le CICE créé, bon, qui a été créé explicitement pour compenser les effets de l'euro, qui a depuis été intégré à la fiscalité française. Bon, donc, heu, on ne peut pas toucher à ces sommes tant qu'on ne touche pas à l'euro. Mais le problème, c'est que tant qu'on a ces sommes qui, pèsent sur la dépense publique, bah oui, on est obligé de chercher de l'argent par tous les moyens. Donc en réalité, on ne pourra avoir une réforme de la fiscalité qui est nécessaire. Ça, je suis le dernier à en disconvenir. Oui, il va falloir une réforme fiscale. Mais je dis, si on fait une réforme fiscale avant de s'attaquer au problème de l'euro, ça ne marchera pas. Alors après, les gens disent: «Oui, mais il y a tel point, on peut gratter». Oui, d'accord, d'accord, OK, je connais tous les arguments et en grattant, dans tous les coins, on peut trouver à peu près 20 000 000. 20 000 000, ça représente à peu près, heu, 3/4 de points de PIB et je rappelle que notre déficit, il est de 5,5, 6 points de PIB. Plus, tac. Voilà, bon, voilà. Donc on voit très bien. Je dis qu'il faut pas faire des économies, qu'il faut pas rationaliser à un certain moment, la dépense publique. Bien sûr, c'est nécessaire, mais il faut comprendre que ce n'est pas par ce biais-là qu'on obtiendra des gains importants et donc on revient à la question de l'euro et on revient globalement à la question de savoir comment fait-on fonctionner un budget? Bon, il y a ça et puis il y a, mais à un niveau, nettement moindre, le problème que, comme du fait de l'euro, nous avons un chômage qui n'est pas négligeable. Je vais être gentil. Bon, on doit être, si on additionne les différentes catégories de chômeurs, en réalité, heu, autour de 7,5, 8 de chômeurs. Bien et donc ces chômeurs, bah, il faut bien qu'ils vivent et là, on subventionne, alors on peut trouver qu'on subventionne trop les quartiers et pas assez les territoires. C'est, c'est assez vrai d'ailleurs, ou plus précisément, qu'il y a une partie de l'argent qui est donné au quartier qui est assez peu efficace. Par exemple, la politique de la ville, heu, qui partait d'une bonne idée, mais qui s'est avérée dans sa pratique, extrêmement peu efficace. Je dis pas qu'elle est inefficace, mais elle est malheureusement peu efficace. Bon, OK.
Mais là, on voit que si on inverse le paradigme, si au lieu de se dire comment on fait vivre des chômeurs, on dit comment on remet ces chômeurs au travail en leur donnant un emploi parce que la compétitivité de l'économie française sera revenue, parce que l'on aura un développement de notre industrie, etc., on résout énormément de problèmes que nous avons, que ce soit au niveau du budget, au sens strict du terme, ou que ce soit pour les budgets sociaux, qui normalement sont distincts du budget, puisque rappelons que le système social français est un système en théorie paritaire. Non. Mais là aussi se pose la question. Quand on dit les Français ne travaillent pas assez, bien, est-ce qu'on l'a calculé sur la base des gens qui travaillent réellement ou sur la base de la totalité de la population active? Parce que si on calcule sur la base de la totalité de la population active, on inclut les 7,5 ou 8 de chômeurs que nous avons. Et c'est ça aussi un problème. Comprenez bien que l'Allemagne, qui a beaucoup moins de chômage que nous, évidemment, elle a factuellement un taux de travail par personne qui est largement supérieur. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et il faut comprendre qu'une politique qui se donnerait les moyens de retrouver une forte croissance pendant plusieurs années. Parce que, il faut dire aussi les choses comme elles sont. On ne peut pas réindustrialiser avec une croissance de l'ordre de 0,5. Là, il vaut mieux oublier tout de suite, hein, c'est pas crédible. Il faudra viser des taux de croissance qui seront de l'ordre de 3,5 à 4,5. Alors on va dire: «Mais, où est-ce que vous avez vu des taux comme ça?» Mais il y a plein de pays qui ont des taux, de ce type-là, en particulier les pays asiatiques, qui eux sont en voie d'industrialisation, enfin qui sont en processus d'industrialisation. Bon, je vais même pas parler de la Russie parce que c'est pas entendable, mais le fait que la Russie, ait eu pendant 2 ans, un taux, de croissance de plus de 4, ça a eu bien entendu, des conséquences sociales extrêmement importantes. Bon, et quand on aura ce type de problème, eh bien on verra que, heu, si on a un budget, qui peut fonctionner sans avoir à subventionner les entreprises. Des budgets sociaux qui sont alimentés par, des prestations sociales de travailleurs, d'un nombre supérieur de travailleurs. Bon, si on fait revenir 2 millions de gens dans la sphère du travail, ça augmente les prestations sociales de manière considérable. Et 3e point, et ça c'est un point délicat, c'est la question des gains de productivité. Parce qu'avec tous les problèmes que l'on avait, le système social français, l'un dans l'autre, arrivait à fonctionner parce que la productivité du travail par travailleur ne cessait d'augmenter. Or, et c'est un autre problème, c'est un problème dont d'ailleurs, malheureusement, personne ne parle en France. Oui, on en parle en tant qu'économiste, hein. C'est le fait que la productivité du travail, d'abord a baissé pendant la crise de la Covid et qu'elle stagne depuis, 2021. Alors qu'elle a recommencé à augmenter en Allemagne, en Italie, et cetera. Et ça, c'est un problème très sérieux. C'est un problème, même dramatique parce que alors qu'en 2018-2019, l'idée de maintenir la retraite à 62 ans, voire, d'améliorer, les conditions, était tout à fait réaliste. Avec cette chute de la productivité, depuis cette stagnation, donc cette espèce de plateau à un niveau faible, de la productivité que l'on a depuis, 2021, début 2022, là, ça devient complètement impossible. Donc il faut aussi résoudre, cette question. Mais, je le redis, une économie qui connaît une forte croissance, et qui se développe sans avoir besoin
des béquilles de l'État pour assurer la compétitivité des entreprises est une économie qui peut se permettre de payer des prestations sociales importantes euh, à ses travailleurs. Par contre, l'inverse n'est jamais vrai. Alors aujourd'hui, la réindustrialisation française se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, à savoir, la les dépenses, publiques, enfin le problème d'endettement de la France qui ne va que croissant et qui, je suppose, va quand même à un moment donné, malgré la réticence des agences de notation à dégrader la dette de la France, mener quand même à un moment donné, peut-être à une crise de la dette publique en France. Et d'un autre côté, le coût, économique et social du réajustement. Parce que même dans le cadre d'une France qui recouvrait sa souveraineté monétaire, le réajustement du taux de change, l'inertie dans la mise en place de la réindustrialisation et cetera, va quand même entraîner des coûts sociaux et économiques. Or, enfin, comment la France peut-elle s'en sortir, notamment vis-à-vis de son problème d'endettement aujourd'hui? Le problème d'endettement n'est pas le principal problème. Parce que, si vous voulez, l'endettement, alors, il suffirait qu'on ait un peu plus d'inflation et ça se deviendrait complètement gérable. Ça, première chose qu'il faut dire. Après, le problème d'endettement, ce n'est pas un problème dans l'immédiat. Il n'y a aucun risque de crise financière hein, actuellement en France. Ça, c'est un discours qu'on tient pour se faire peur. Hein. Il y a quand même une augmentation de la part des intérêts de la dette dans le budget des Oui, États, qui oui, est assez oui, significative. oui, oui. Et alors? Et alors? Parce que en réalité, on sait très bien que la dette n'est jamais remboursée, elle n'est pas faite pour être remboursée d'ailleurs. Ça serait une catastrophe si elle était remboursée, elle est faite pour être roulée. Donc tant que la France trouve, des gens, pour lui acheter des nouveaux titres de dette, il y a pas de problème et par ailleurs, on peut penser qu'il faudrait renationaliser une partie de la dette, c'est-à-dire faire en sorte que les agents français, en particulier les agents financiers français, les banques, pour le dire, en tant que tels, soient obligés de racheter, heu une partie des titres français. Il y avait quelque chose, alors là encore, je parle des années 70, donc quand j'étudiais l'économie, qui s'appelait, le plancher minimal des effets publics. C'est-à-dire qu'une banque était obligée d'avoir dans son bilan un minimum de 15 20 25 de titres d'État. Vous recréez ça et vous réglez le problème de l'alimentation, heu de la dette publique. Mais après, il faut aborder les vrais problèmes et les vrais problèmes, c'est vrai qu'on ne peut pas maintenir le système social, français dans une économie qui est en train, de se désintégrer, si vous voulez. Et ça va être une vraie question, ça va être un vrai débat. Deuxièmement, on ne peut pas maintenir, le système social français dans une économie stagnante. Il faut retrouver, un niveau de croissance élevé et il faut que cette croissance ait un fort contenu industriel. Parce que, avec un fort contenu industriel, ça veut dire que les emplois bien payés augmenteront, dans l'économie française. Ça c'est le 2e point et le troisième point, nous avons un vrai problème, pour le coup, de budget public. Ce problème, on ne peut pas le résoudre en augmentant les impôts. Bon, j'ai des collègues qui disent: «Oui, mais on va faire un impôt spécifique sur les plus riches». Bah, si cet impôt est juste, il rapportera des cacahuètes. Des cacahuètes à 1 000 000 1,5 milliard d'euros, d'accord. C'est des belles cacahuètes, mais c'est des cacahuètes quand même, hein, quand on connaît les chiffres qui sont en cause. Et si on veut qu'il rapporte plus, il sera injuste et il tapera sur les classes moyennes. Donc voilà, c'est ça la vraie question. Or, on ne peut, rétablir un équilibre budgétaire ou en tous les cas, ramener le déficit à un niveau normal de l'ordre de 2 2 et demi, tous les ans,
Bon, ce qui, avec une croissance à 3%, 3,5%, fait que, même avec ce déficit, la le, le ratio dette sur PIB, bah, il diminue, hein. Quand on a, heu, un déficit de 2,5%, bon, déficit, c'est l'augmentation de la dette. Si on préfère, c'est, la dérivée de la dette. Bon, la dérivée du PIB, c'est quoi? C'est la croissance du PIB, mais la croissance du PIB en nominal, donc la croissance du PIB réel que multiplie l'inflation. Allez, avec un taux d'inflation, autour de 2% et une croissance réelle autour de 3,4%, on aurait un PIB qui augmenterait en nominal, de 5,5%, tous les ans. Il y a plus de problème. Mais si vous voulez, il n'y a plus de problème de ce point de vue-là. Après, c'est pour arriver à cette situation-là, ah oui, il y a d'énormes problèmes. Il y a d'énormes problèmes, qu'ils soient monétaires avec l'existence de l'euro, qu'ils soient industriels avec les prix de l'énergie, avec la question, du système de formation, de l'enseignement professionnel et technique qui soit plus orienté sur l'énergie, que globalement on forme des ingénieurs et pas des financiers, des avocats, et cetera. Oui, là, il y a un énorme chantier, de réforme. Il ne faut pas se tromper non plus, dans l'analyse des problèmes. C'est ce chantier de réforme qui sera, décisif, heu, et pas un autre. Et Jacques Sapir, je propose que nous terminions cet entretien sur cette conclusion. Je vous remercie encore, de nous avoir accordé, Merci ce bel beaucoup. entretien et je vous souhaite, une très bonne soirée en espérant avoir le plaisir de vous recevoir une prochaine fois encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.